Crois-tu encore que Dieu ne voit pas tout? La question flottait silencieusement dans l'air, bien avant que quelqu'un n'ose la formuler avec des mots. Il y avait quelque chose dans ce moment, dans cette salle, dans ce visage plissé par l'arrogance, qui semblait réclamer une réponse du ciel. Le café était bondé ce matin gris de mercredi, la pluie fine griffait les fenêtres comme des doigts impatients. Les clients, emmitouflés, plongèrent dans leurs écrans et des conversations vides, jusqu'à ce qu'un silence tranchant, provoqué par une phrase prononcée avec venin, fige le temps. « Si tu es si intelligente, eh bien traduis. » La voix venait d'une vieille dame, élégante, portant une broche en or scintillant épinglée sur son manteau beige. Une veuve célèbre dans la ville, héritière d'une fortune, veuve d'un juge fédéral et malade de sa propre vanité. Devant elle, immobile, la main ferme tenant en équilibre 2 tasses de café, se tenait Amara, jeune, noire, mince, les cheveux relevés en un chignon improvisé, le regard serein, mais les yeux, ces yeux-là, étaient allumés comme une braise qui ne s'éteint pas sous les cendres. Elle ne répondit pas, pas encore. Le silence qui se forma là fut plus éloquent que n'importe quel mot. Amara n'avait pas choisi ce service. Elle avait échangé avec une collègue qui devait emmener son fils chez le médecin. Cela devait être une matinée ordinaire, quelques toasts, des cafés commandés avec des exigences absurdes, un compliment ou 2 perdus parmi des pourboires chiches. Mais ce ne fut pas le cas, car ce matin-là, entre le cliquetis des couverts métalliques et l'odeur de croissants brûlés, une femme puissante décida de s'amuser avec ce qu'elle ne comprenait pas. Et Amara, avec son intelligence discrète, serait le miroir qu'elle ne pourrait supporter de voir. La vieille dame, tout le monde l'appelait Madame Lucille, ne demanda pas, elle provoqua. Elle pointa du doigt le journal international ouvert devant elle et dit, assez fort pour que tous l'entendent, « Serveuse, toi qui sembles aimer les livres, traduis ce paragraphe-là. Voyons si tu sais faire autre chose que servir du café. » Les tables voisines se turent. Un homme d'âge mûr toussa. Une femme à côté posa son téléphone sur ses genoux. C'était un piège, et tout le monde le savait. Mais Amara ne recula pas. Elle n'avança pas non plus. Elle resta simplement là, avec la fermeté de celle qui porte bien plus que des plateaux. Et ce fut le premier choc pour Lucille. Derrière ce jeune visage se cachaient des couches que personne ici ne connaissait. Amara avait grandi dans une communauté où les livres étaient rares, mais la faim de savoir était la seule nourriture constante. Sa mère lui avait appris à lire avec des prospectus de supermarché et des versets collés sur la porte. À 10 ans, elle lisait Shakespeare, caché parmi des cartons dans la réserve de l'école publique. À 14 ans, elle faisait des résumés pour ses camarades blancs en échange de tranquillité. À 17 ans, elle fut admise en lettres à l'université fédérale, mais dut abandonner à cause des dettes familiales. Elle travailla, d'abord dans une blanchisserie, puis comme nounou, ensuite comme serveuse. Et à chaque endroit, elle lisait. Des traductions, des essais, des psaumes, des lettres. Elle apprit le français seule. Elle apprit l'anglais en corrigeant des e-books piratés. Et elle apprit l'italien en essayant de comprendre un livre de prières anciennes trouvé dans une benne derrière la bibliothèque. Mais rien de tout cela ne pouvait tenir dans une réponse de 5 secondes face à l'humiliation d'une dame qui portait des bijoux hérités du silence de l'histoire. Tenant toujours les tasses, Amara lut le paragraphe en français. C'était une citation de Simone de Beauvoir, sur la dignité. Elle traduisit, calmement, mot pour mot, avec l'intonation juste, sans théâtralité, juste la vérité. Et quand elle eut fini, quelqu'un déglutit bruyamment. La dame ne s'attendait pas à cela. Personne ne s'y attendait. Mais Amara, si, parce qu'elle savait que le monde est rempli de pièges déguisés en tests, et que la véritable intelligence ne réside pas dans une réponse pour vaincre, mais dans une réponse pour exister, sans s'excuser d'être en vie. Lucille rougit. Elle tripota sa broche, tenta de rire, mais sa bouche tremblait. « Où avez-vous appris cela ?» demanda-t-elle avec un dédain fin qui ne parvenait plus à masquer la peur. Amara répondit simplement « Dans les lignes, entre les lignes, là où madame n'a pas l'habitude de regarder. » Puis elle se tourna, servit le café à une autre table et continua son service, comme si de rien n'était. Mais quelque chose s'était passé, un tremblement de terre silencieux, une fissure dans l'orgueil, un miroir brisé. Dans le couloir des coulisses, entre la machine à laver les verres et les sacs de farine, Amara s'adossa au mur. Elle respira profondément. Elle sentait son cœur battre entre ses dents. Ce n'était pas de la colère. C'était le poids de chaque fois où on l'avait traitée comme « moins », et de chaque fois où elle avait décidé que cela ne la définirait pas.
Dieu voyait tout. Il l'avait toujours vu. À la fin de son service, la gérante appela Amara. Il y avait une enveloppe sur le comptoir. C'était une invitation. L'université locale organisait un panel sur langage, pouvoir et invisibilité. L'une des intervenantes était tombée malade et quelqu'un, un client de ce matin-là, avait recommandé le nom d'Amara. « Vous avez été chaudement recommandé », dit la gérante, incapable de cacher sa fierté. Amara lut le nom de l'expéditeur, Dr Elisio Miranda, professeur titulaire. Il était là ce matin, assis dans l'ombre, observant. Ce soir-là, Amara rentra chez elle épuisée. Mais avant de se coucher, elle s'assit au bord de son lit et ouvrit le carnet où elle écrivait depuis ses 12 ans. Elle nota une phrase. « Aujourd'hui j'ai vaincu sans crier ». À côté, un verset souligné « Le Seigneur exalte les humbles et abat les orgueilleux ». Elle ne voulait pas devenir célèbre, ni prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle voulait juste vivre avec dignité, et peut-être apprendre à d'autres filles à faire de même. Car, au fond, elle savait que le monde ne changerait pas en un jour, mais que chaque jour, quelqu'un pouvait décider de ne pas plier. Et cela était déjà le début d'un nouveau monde. Le lendemain matin, elle passa devant le même café et regarda à travers la vitrine. Madame Lucille n'était pas là, mais il y avait d'autres personnes, d'autres tables, d'autres histoires prêtes à commencer. Et elle, maintenant, connaissait sa place, non pas comme celle qui attend une permission, mais comme celle qui reconnaît le sol sous ses propres pieds. L'université était un vieux bâtiment, avec de hautes fenêtres et des escaliers qui grinçaient sous le poids du temps. Amara arriva tôt. Elle portait sur ses épaules un sac simple et dans ses yeux la même sérénité qu'au café. Mais à l'intérieur, son cœur battait avec le poids de celle qui sait ce qui est en jeu. Ce n'était pas juste une conférence, c'était une traversée. Un seuil entre l'endroit où on l'avait toujours placée, derrière le comptoir, au fond de la salle, hors du discours, et l'endroit où maintenant on lui donnait la parole. Elle monta les marches d'un pas ferme, sentant les regards curieux de certains collègues se tourner vers elle. Elle était trop jeune, trop ordinaire, trop noire, pour figurer parmi les noms inscrits sur ce programme imprimé avec des lettres dorées, mais son nom était là, et personne ne l'y avait mis par charité. Elle avait conquis cet espace avec de la sueur, du silence et une sagesse cachée, celle qui ne brille pas dans les vitrines, mais qui résiste dans l'obscurité. Dans les coulisses de l'auditorium, le professeur Elisio l'attendait avec un sourire qui semblait plus de la révérence que de la courtoisie. « Vous m'avez rappelé ma mère », dit-il en lui serrant légèrement la main. Elle aussi traduisait le monde en silence, mais le monde ne l'a jamais traduite en retour. Amara sourit, ne sachant pas vraiment comment répondre, mais elle comprit tout. La salle se remplit. L'événement avait été annoncé à la radio de la ville. Étudiants, professeurs, curieux, gens simples et gens importants. Tous vinrent. Tous voulaient le voir. Certains voulaient être impressionnés. D'autres doutaient. Mais Amara ne s'était préparée pour aucun d'eux. Elle pensait aux filles qui servent des tables tout en mémorisant des mots. Elle pensait aux mères qui se lèvent avant le soleil pour soutenir des maisons silencieuses. Elle pensait à elle-même et aux couloirs qu'elle avait traversés en silence. Quand son nom fut annoncé, il y eut un moment d'hésitation, un murmure, quelques chuchotements, mais elle ne s'arrêta pas. Elle monta sur scène comme on gravit une colline, sentant le poids et la promesse sous ses pieds. Elle posa ses feuilles sur la table, respira profondément et parla. Non avec une audace répétée, mais avec une vérité ancrée. Les mots ne sont pas seulement des sons, ce sont des maisons où nous vivons, ou des prisons où l'on nous enferme. J'ai grandi en entendant des phrases qui me limitaient, mais j'ai appris, avec le temps, que le langage peut aussi être une carte, un chemin pour revenir à soi-même. Le public se tut, certains se penchèrent en avant. Elle parla des codes cachés dans les accents, de la honte qu'on enseigne aux filles noires quand elles prononcent mal, et de la force qui naît quand elles décident de parler malgré tout. Elle cita des textes, cita la vie. Elle raconta la nuit où elle lut Baudelaire sous l'évier de la cuisine, la lettre qu'elle traduisit pour une femme illettrée qui avait besoin d'aide pour comprendre sa facture d'électricité, et comment chaque geste, chaque petit acte de traduction était aussi un acte de survie, de foi. « Parce que celui qui traduit le monde refuse de l'accepter tel qu'il est », dit-elle, puis elle se tut. Des applaudissements timides vinrent d'abord, puis, comme une vague retenue qui se brise, l'auditorium se leva, mais elle ne sourit pas avec vanité. Elle inclina légèrement la tête, comme celle qui offre quelque chose, et se retire ensuite. En revenant dans les coulisses,
le professeur Elisio l'enlaça, les yeux humides. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont entendu ce qu'il faisait, semblant de ne pas voir. Plus tard, hors de l'université, Amara marchait dans la rue sous un ciel teinté d'orange. Ses chaussures lui faisaient mal, mais tout son corps semblait vibrer de gratitude. C'est alors qu'elle entendit quelqu'un l'appeler par son nom. Elle se retourna. C'était une femme portant un chemisier simple et des yeux pleins de larmes. « Vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais. J'étais là aujourd'hui. J'ai une fille, 17 ans. Elle écrit des poèmes, mais elle ne les montre à personne. Aujourd'hui, quand je suis rentré, elle écoutait votre conférence à la radio. Et elle m'a dit, « Maman, peut-être que je peux écrire avec mon nom complet maintenant. » Amara retint ses larmes. Elle tendit la main, mais la femme l'enlaçait déjà. Une étreinte chaude, serrée, de celles qui disent « Ne t'arrête pas ». Puis la femme partit. Et Amara resta là, immobile sur le trottoir, regardant les lumières de la ville s'allumer une à une, comme de petites bénédictions silencieuses. Les jours suivants, rien ne changea de manière spectaculaire. Elle continuait au café, désormais avec quelques regards curieux en plus. Certains collègues commencèrent à lui demander de l'aide pour des traductions. La gérante, un peu maladroite, dit que, s'il fallait une lettre de recommandation, elle l'écrirait avec fierté. Et les clients? Certains l'ignoraient, d'autres souriaient plus qu'avant. Mais Madame Lucille ne revint pas, jusqu'à ce vendredi pluvieux où elle entra. Elle portait un foulard bleu sur la tête et marchait plus lentement que la dernière fois. Elle s'assit à la même place, ouvre le même journal. Amara la vit de loin. Son estomac se noua. Mais elle s'approcha avec la même posture de toujours, sans défier, sans s'incliner. Lucille la regarda, et pour la première fois ses yeux semblaient chercher quelque chose. Peut-être le pardon, peut-être la compréhension. Serveuse, sa voix était basse. Amara se pencha, attendant la commande. Mais ce qui vint fut différent. « Pouvez-vous m'aider à comprendre ce texte-là » Elle pointa une chronique en espagnol. « Je veux apprendre. » Le silence s'installa entre elles. Mais cette fois, c'était un autre type de silence. Un espace nouveau, un espace de recommencement. Amara hocha la tête. Elle prit une chaise et s'assit à côté. Et là, dans ce coin discret d'un café sans prétention, deux femmes séparées par tout, le temps, la couleur, le pouvoir, l'histoire, commencèrent à se rencontrer à travers le langage. Des mots qui autrefois blessaient, maintenant raccommodaient. Plus tard, Amara écrivit à ce sujet dans son carnet. Il y a des choses que seul le silence explique, et des victoires que seul le pardon soutient. À chaque rencontre, elle comprenait quelque chose de nouveau, que l'intelligence n'est pas de prouver, c'est de comprendre, que le pouvoir n'est pas d'humilier, c'est d'ouvrir des espaces, et que la dignité n'est pas ce que le monde nous donne, c'est ce que nous portons, même lorsque le monde nous le refuse. Le temps passa, les services continuèrent, le froid arriva, et la ville suivit son rythme. Mais il y avait un nouveau son dans l'air, discret, mais profond. Le son des portes qui s'ouvraient là où il y avait des murs auparavant. À la veille de Noël, le café ferma plus tôt. La ville était parée de lumière douce et d'une espérance déguisée en achat de dernière minute. Les quelques employés se dirent au revoir avec des étreintes rapides et des promesses de rendez-vous l'année prochaine. Amara resta la dernière. Elle voulut nettoyer seule le comptoir de marbre, comme toujours, avec la même délicatesse qu'on touche quelque chose qui a fait partie de notre histoire. Ses mains passèrent lentement sur la surface, non par fatigue, mais comme quelqu'un qui dit adieu à un lieu sans laisser de traces de douleur. La radio jouait en fond une vieille version de Douce Nuit, presque murmurée, presque un lamento, et c'est dans ce son qu'elle se permit de fermer les yeux un instant. Elle se souvint du Noël d'il y a 7 ans, quand il n'y avait pas de cadeau, mais une soupe chaude et sa mère tenant sa main disant « Tu finiras par t'asseoir dans des endroits où personne ne t'a jamais imaginé ». Elle se souvint de la première fois où elle entendit un poème en français sur la vieille radio de la maison, et comment elle essaya de l'imiter en répétant les mots devant le miroir. Elle se souvint de la nuit où elle pleura en lavant la vaisselle d'un mariage luxueux, et pourtant murmura un « Merci, Seigneur » entre les larmes. Et maintenant, là, seule dans le café vide, elle savait, aucun de ces moments n'avait été vain. De l'autre côté de la vitrine embuée, la ville continuait de vivre. Mais pour elle, le temps avait cessé de courir. Elle n'avait plus besoin de se prouver. Elle avait vaincu, pas avec des trophées, pas avec des gros titres, mais avec sa présence, avec sa dignité, avec un type de sagesse qui ne crie pas, qui simplement demeure.
car parfois la réponse la plus grande à une humiliation n'est pas la revanche, c'est le silence de celle qui n'a plus besoin de réagir. Et c'est dans ce silence que quelque chose d'inattendu se passa. La porte du café s'ouvrit, la clochette tinta doucement. Et là, au milieu de l'entrée, un paquet dans les mains, se tenait Lucille. Elle portait un manteau ordinaire et ses yeux étaient fatigués, mais son visage était différent. Il n'y avait plus d'arrogance, il y avait du temps dans les yeux, du temps dans les mains, du temps dans la voix qui s'élevait maintenant, comme si elle demandait une permission. Je sais que vous fermez, mais je voulais vous remettre quelque chose. » Amara, surprise, hocha la tête. Lucille s'approcha et tendit le paquet avec des mains tremblantes. « C'est juste un livre. Mon mari a reçu cet exemplaire il y a des décennies, lors d'un voyage en Europe. Je ne l'ai jamais lu. Il était toujours là, à décorer l'étagère, mais je pense qu'il vous attendait. » Amara prit le paquet. Elle sentit son poids, l'odeur du vieux papier. Elle l'ouvrit. C'était une édition originale des Les Misérables de Victor Hugo, en français. Elle ne savait pas quoi dire, mais Lucille continua. « Vous ne m'avez pas humilié, et moi j'ai essayé. Je voulais que vous sachiez que, ce jour-là, je ne testais pas votre intelligence. Je défiais ma propre ignorance. Et j'ai perdu. Mais ce fut la meilleure défaite de ma vie. » Amara tint le livre comme on tient un autel, pas pour sa valeur, mais pour le geste. Et à cet instant, sans préparation, elle dit avec sérénité, « Parfois, la leçon la plus profonde n'est pas dans ce qu'on enseigne, mais dans ce qu'on réveille chez l'autre. » Lucille sourit et pleura. Puis elle se tourna avec des pas lents et partit. Amara ne la revit plus, mais cette nuit resta, comme une cicatrice apprise, comme un autel invisible au centre d'un café modeste. Quelques mois plus tard, la vidéo de la conférence d'Amara devint virale. Elle fut partagée par des éducateurs, des artistes, des mères, des filles noires de l'intérieur du pays, des jeunes latinas des banlieues américaines. Le monde, soudain, commença à écouter, pas avec euphorie, mais avec respect. On l'invita à de nouveaux événements. Elle reçut des bourses. Elle retourna à l'université, mais elle ne cessa jamais de travailler. Même lorsqu'elle commença à enseigner, elle revenait de temps en temps au café, pour servir, pour se souvenir, pour remercier. Un jour, on lui demanda ce qu'elle avait ressenti le jour où on l'avait défiée avec la phrase « Si tu es si intelligente, eh bien, traduis. » Elle réfléchit un moment. Puis répondit « J'ai senti que le monde m'offrait un choix, être le reflet de la douleur ou être une réponse à celle-ci. J'ai choisi d'être une réponse. » Silence. Puis elle continua. La phrase de cette femme n'était pas une question de langage, c'était une question de pouvoir. Mais mon Dieu est un Dieu qui prend les phrases utilisées pour blesser et les transforme en pont. Et ainsi elle continua, traduisant, oui, mais aussi transformant, avec force, foi et un feu silencieux. Car certaines victoires ne font pas les gros titres. Elles demeurent, comme une femme noire, jeune, humble, qui un jour fut humiliée en public et répondit avec dignité, sans hausser la voix. Une femme qui n'a pas demandé de permission. Elle a construit un chemin, qui n'a pas attendu que le monde l'accepte pour être qui elle était déjà. Et si aujourd'hui tu entends cette histoire et te reconnais, si tu as déjà été défié par quelqu'un qui pensait pouvoir mesurer ta valeur avec une phrase, souviens-toi, tu n'as rien à prouver à personne. Il suffit de continuer, car Dieu voit tout, et il ne manque pas une seule virgule de ce qu'on écrit sur toi. Il lit jusqu'aux lignes entre les lignes, et quand le temps viendra, lui-même tournera la page.